Bienvenue dans le podcast de Digital Collège. J'ai la chance, aujourd'hui de recevoir Pauline. Elle a réussi à trouver un peu de temps, dans son agenda pour, venir, échanger, avec les étudiants de la Startup Summit, et puis il nous fait l'honneur, d'accepter, ce podcast. Pauline, merci infiniment. Est-ce que tu peux, commencer juste par me dire qui tu es et ce que tu fais? Je m'appelle Paul Lay, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite à Évry dans l'Essonne. Je suis entrepreneur dans la tech depuis presque toujours. Aujourd'hui, je suis cofondateur et co-CEO de labelvie.com. Donc on livre les courses à domicile, sur Paris et de France depuis 10 ans. On a repris notre, concurrent et plutôt confrère il y a 1 an et demi, Frishti. Donc, je co-dirige 2 boîtes, Labelly.com et Frishti. À côté de ça, j'aime, le sport, j'aime le rugby, j'investis dans quelques boîtes. Voilà, j'ai une vingtaine, d'entreprises et dans cette entreprise-là, il y a un média qui s'appelle Bouscapé où j'ai investi, avec, 17 copains, voilà, pour, donner un nouveau souffle, à le média de notre jeunesse, voilà. OK, super et j'ai cru comprendre également qu'il y avait le projet de la licorne. Et oui, la lucarne d'Evry, voilà, j'ai participé à financer, ce super projet, donc la lucarne enchantée des Bries, où l'on va dans toutes les villes de France, faire le défi, de taper un ballon de foot et de le mettre dans une lucarne qui est la lucarne enchantée, mais qui est en réalité une lucarne de local un local aux poubelles, voilà. Mais ça a fait un buzz et je crois que c'est le buzz urbain le plus gros de ces diverses années, voilà. C'est intéressant parce que, dans ta présentation et dans tes types d'investissements, il y a quand même un fil conducteur. C'est étroitement lié à ton identité, à qui tu es en réalité, parce que j'ai l'impression que quand même tes investissements, voire tes boîtes, te ressemblent. Ouais, déjà, sont très tech, ça, c'est une chose. J'ai investi, beaucoup dans la tech, dans le consumer et dans les entrepreneurs, qui viennent hors du périph', on va dire, de la banlieue. C'est pas dire que j'aime pas les Parisiens ou et cetera, mais c'est juste que, je trouve qu'il y a une opportunité. Voilà, je vois ça d'un œil assez capitalistique. C'est des entrepreneurs avec beaucoup d'énergie, de belles idées, Pas que de la RSE, on entend beaucoup et tu sais, ça fait 10 ans que c'est très ouais, c'est les RSE. mais continue à parler de la RSE, en fait. Ça t'est les affaires, ça fait un peu plus de deal flow pour moi. C'est juste que, ch les entrepreneurs de mon âge, dans la tech qui ont réussi, c'est des anomalies. Tu vois? On est les enfants première génération d'immigrés, on était à l'école, mais pas dans les belles écoles, pas parce qu'on n'avait pas le niveau, c'est juste qu'on nous a pas montré et c'est normal, tu vois? Et c'est pas un reproche. Mais maintenant que nous, on a des enfants, qu'on leur montre, ce chemin-là et ils deviennent excellents. Et il y a des enfants de seconde génération qui ont des parcours d'excellence, qui, ont, des rôles modèles, différents, qui sont pas forcément des artistes ou, des sportifs, mais qui sont aussi des entrepreneurs et qui ont envie de créer, des boîtes qui réussissent à un niveau mondial. C'est juste qu'ils ont pas encore le réseau et c'est une histoire de réseau aussi. Et moi, je suis ravi de leur parler et je trouve que leur énergie, leurs idées et leur résilience, parce que c'est ce qui fait un bon entrepreneur à mes yeux, c'est, des gens, que j'ai envie d'aider et de faire un bout de chemin avec eux. Et le bout de chemin, c'est des aventures de haut et de bas. Voilà, et à la fin, un joli return. Donc c'est pas du RSE. Pour moi, je vois ça comme une grosse opportunité et je le vois parce que j'ai les yeux là-bas. J'habite à Évry, je fais partie du French Tech 120. Ouais. Je suis le seul entre guillemets, banlieusard lointain. Je dis lointain parce qu'on m'a reproché, on m'a dit: «Ouais, mais Nanterre, Neuilly, c'est la banlieue». Je fais: «Oui, c'est vrai, c'est la banlieue, tu raison». Voilà, nos banlieusards, normalement, il est très connecté, banlieusard lointaine, donc la deuxième couronne. Et donc je viens de là-bas et j'aimerais qu'il y en ait, plus. Voilà, on n'est pas que des, villes, dortoirs. On est aussi des villes avec, beaucoup de talents. Depuis des années, c'est des talents artistiques et sportifs. Mais de plus en plus, on voit, des jeunes vouloir monter, des entreprises et il y a des belles histoires, tu vois? On va dire, sur le fast-food. En fait, l'une des plus grosses sorties de la food en France, c'est au tacos. Oui, Tu vois? C'est une histoire incroyable exact. et la mafia au tacos a sorti, Géladal et plein d'autres, marques comme ça et ils sont spécialisés, dans les provinces et dans les banlieues.
Donc ça, c'est une vraie inspiration parce que moi, j'adorais investir, dans ce genre d'entrepreneur. Donc c'est pas du RSE, voilà, encore une fois, mais c'est une vraie opportunité et je suis aussi ravi, quand mes amis investisseurs, entre guillemets «de la tech», classique parisienne, me demandent des avis, sur ces entrepreneurs-là. Mais c'est bien. Voilà, j'aime bien les accompagner et faire ça avec eux. Voilà, donc ça crée des ponts. Ça, j'aime bien. Alors, tu parles souvent justement de l'artistique et des sportifs et c'est vrai qu'en termes de rôle modèle, c'est très souvent, ça a été en tout cas pour nos générations un peu limité et en même temps, l'idée n'étant pas de les critiquer, mais, il était tellement plus facile lorsqu'on avait un autoradio et un parc à côté de la maison, bah, au final de pousser aussi avec ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, est-ce que tu as justement, indirectement avec, toutes tes activités, l'envie de poser un nouveau cadre plus accessible? Parce que je crois qu'on pratique, ce qui est plus simple, ou ce qu'on connaît ou ce qui est, je t'ai vu avec les étudiants, il y a pas de barrière, en fait. Donc est-ce que tu as la volonté justement de créer, cela avec peut-être un jour un incubateur, encore plus grand? Enfin, comment tu vois les choses pour que, justement émergent, des, banlieues lointaines, justement des milliers de startups en réalité. Ouais, ouais, beh, j'aime bien ta question, parce que c'est, un mouvement qu'on a commencé à initier avec les amis qu'on a en commun, qui s'appelle les Unidos. Tu vois? C'est on vend les masques, des gens comme papa, on est plus des Américains, mais on aime bien ça. Donc on est un petit groupe, d'entrepreneurs de la quarantaine, qui viennent de ces milieux-là et on a envie, d'investir et trouver ces pépites-là. Pour l'instant, on est encore, dans notre phase professionnelle où on a beaucoup d'obligations. Voilà, donc on crée des grosses boîtes, tu vois? D'ailleurs, j'ai vu 600 personnes, c'est énorme. Mais quand on aura un peu plus de temps, créer, ce cadre-là, ces incubateurs-là, tu vois? Ça paraît prétentieux de dire ça et voilà, qui vont se marrer quand je vais le dire, mais ce Y Combinator, de la banlieue, c'est-à-dire un cadre où, bah, les idées, elles émergent, Bien sûr. où on travaille et bah, on va créer, des boîtes mondiales pour faire quoi finalement? Bah, pour créer des rôles modèles, Bien sûr. tu vois? Enfin, je c'est un peu le rôle des déterminés, à leur échelle et c'est effectivement, enfin, on ressent qu'il y a un vrai besoin à un moment donné de cadres avec des cursus d'accompagnement aujourd'hui, on va dire étatiques ou para-étatiques qui savent pas parler à cette jeunesse. Ils savent pas parler de cette jeunesse-là, mais parce que en fait, c'est aussi normal. Enfin, faut pas croire que cette jeunesse-là, elle ait envie, elle sait parler à des gens un peu plus âgés ou d'autres milieux. Donc c'est dans les 2 sens, tu vois? On dit souvent, ben, et des jeunes, on sait pas parler aux jeunes, mais c'est vice versa. C'était qu'à un moment donné, on a créé ces barrières psychologiques-là et bah, j'ai envie de montrer qu'il y a des c'est-à-dire que moi, j'aime bien la banlieue, mais bon, ouais, j'adore Paris, bah, la nuit, j'ai beaucoup d'amis, dans la tech avec qui, je m'éclate, qu'on fait des belles écoles. Je vois les bons côtés des 2 côtés, d'accord? Quand on dit, qu'on est, malheureux en banlieue, c'est pas vrai, tu vois? Parce que quand on regarde les milieux aisés, on peut être tout aussi, malheureux. Donc ça, ce discours, de faiblesse, ça me plaît pas et parce que, j'ai envie de montrer, les 2 mondes et j'ai envie de créer ce lien-là et bah, par la suite, bah, pour répondre à des questions, ouais, si, je devais créer, un incubateur, accélérateur pour faire émerger ces rôles modèles, ça serait une belle ambition, ouais. C'est de plus quelque chose que je ferai plus tard. Mais justement par rapport à ça, est-ce que, il y a une vraie volonté de rendre peut-être ce que tu as aussi un peu, reçu, tes bâtons durs? Bien évidemment, je sais que, c'est quand même beaucoup ton travail, mais, je crois pour ma part qu'on se fait rarement tout seul. C'est beaucoup de rencontres, de contextes, d'opportunités qu'on a su saisir. Est-ce qu'il y a la volonté aujourd'hui de transmettre, au plus grand nombre quand le temps le permettra? Ouais, bah, complètement, j'ai eu la chance de rencontrer que des gens qui m'ont tendu la main, heu et ça dans tous les milieux. Donc c'est quelque chose, même les petits gestes parfois, ont résonné très fort en moi et ça, j'y crois beaucoup. Ça vient aussi, bah, j'ai une bonne famille, tu vois? Et j'ai été élevé, dans ma mère est très croyante, elle est catholique, tu vois? Donner,
pardonner, ça fait partie de mon éducation. Ouais. C'est mon ADN. Et le partage, en vrai, c'est hyper puissant, tu vois. J'adore ça. J'adore ça, partager du savoir, partager des choses, partager des moments. Ça, il y a un plus beau et jusqu'à la fin de ma vie, j'ai envie de partager des choses. Voilà, des choses, des moments, du matin, quelque chose, tu vois. Mais j'ai envie que les gens euh, ré- ressentent de la résonance un peu grâce à moi et qui résonnent aussi chez les autres. Voilà, faire une espèce de partage comme ça donne beaucoup. OK. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on t'écoute, heu, alors d'un côté, tu dis clairement que tu es pas un mécène, hein, Ah ouais, je suis pas mécène. tu es vraiment pas mécène. L'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent avec des bonnes idées, en tout cas le travail ou le talent des autres et en même temps, tu sais, placer, l'humain néanmoins au centre, de tes interactions, quelque part et on aime beaucoup, diviser, c'est-à-dire, c'est, ou business, ou l'humain, ou l'économie ou le social, et tu montres, au final que c'est pas du tout, 2 mondes qui se rencontrent jamais. Bien au contraire, il faut presque les 2 pour être, un bon entrepreneur ou en tout cas pour avancer longtemps. Ouais, mais il faut les 2. Hein. Aujourd'hui, si je te parle, c'est parce que j'ai des gens qui travaillent à les côtés et qui gèrent des problématiques pour me libérer du temps pour ben, représenter leur entreprise. D'accord? Et avoir une entreprise avec à sa tête des dirigeants qui pensent aussi à l'humain, bah, c'est plutôt cool, tu vois? Il y a quelque chose qui moi, je serais content d'avoir un patron, bah, qui soit sympa et qui les gens, ils disent: «Bah, ton patron il est sympa, il pense aux autres». Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec l'IA, la tech, la robotique et cetera, il restera toujours, 7 000 d'humains. La vraie, c'est devant nous et en vrai, ce qui est le plus dur à résoudre et ce qui crée des barrières à l'entrée, c'est gérer les interactions humaines, tu vois? Il y aura toujours l'humain et on ne peut pas tout résoudre grâce à la tech, même si je suis un pur tech guy, mais l'humain, c'est notre raison de vivre, tu vois? On vit parce qu'on a des enfants, même nos parents et cetera. Enfin, ce lien humain, c'est l'essentiel de la vie et si tu vois pas ça, tu as rien compris donc ceux qui érigent des barrières pour des mauvaises choses évidemment, heu, ces gens-là, ils regardent les petits problèmes de la vie et ils voient pas aussi les opportunités et tout ce que ça peut apporter et tout ce que ça peut apporter malheureusement, ben, comme c'est devant nous et on l'absorbe, ben, on croit que ça nous appartient et c'est invisible mais sans ces gens-là, ben, ça ne marcherait pas, quoi. Ouais. Si tu avais justement quelques conseils à donner sur, des secteurs, ou des idées dans lesquelles il faudrait investir, bon, on a une filière start-up, c'est pour ça qu'il y a la Startup Summit. Toi, ce serait quoi? Alors toi, c'est vrai que c'est très on a le sentiment que c'est très orienté, moralisé, c'est très éclectique dans ta façon d'investir. Justement, certains ont des idées, bien arrêtées, d'autres savent qu'ils ont envie d'être entrepreneurs, mais ont pas forcément d'idée dans quoi. Qu'est-ce que tu sens toi de la place qu'ils la tiennent, sur, les prochaines années? En tant qu'investisseur, tu veux Ouais, dire? en tant qu'investisseur, bien sûr. Moi, j'investis, de manière assez, éclectique, comme tu dis et pragmatique. C'est-à-dire un produit que j'utiliserai, tu vois? J'investis dans des choses, je me dis: «Bah, c'est pas mal, c'est quelque chose que je pourrais utiliser». Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ce produit-là, cette boîte-là, va faire de la croissance parce que je sens qu'il y a un marché. Voilà, deuxième chose et la troisième chose, c'est évidemment, est-ce que je pense que c'est le bon entrepreneur pour le faire? Voilà et c'est pas forcément de du savoir, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter et de montrer de la résilience et en plus de ça, sympa parce que on va être à ses côtés. Voilà donc il y a toujours cette place de l'humain. Je pense que c'est la moitié voilà, c'est la moitié de ma décision. Est-ce que j'aime la personne en face de moi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il y a des gens qui utiliseraient ou moi je l'utiliserais ou des proches qui utiliseraient? Enfin, vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que, ça fait de l'attraction? Est-ce qu'il y a commencé à prouver son marché? Voilà, ces 3 choses-là, voilà, essayer de le regarder. OK. Si tu avais quelques conseils, à donner,
à des étudiants, mais à des moins jeunes qui lui écouteraient, sur l'expérience entrepreneuriale. Certains nous disent que c'est extraordinaire, d'autres nous expliquent à quel point c'est un parcours, vraiment de solitude. Heu, Quel est ton ressenti? Quel partage tu pourrais faire, à ce niveau-là? Il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. Moi, je me rappelle de mes premiers jours quand j'ai quitté mon dernier CDI, je me suis senti extrêmement seul. Voilà. Il fallait, tout rebâtir, tes journées parce que tes collègues, tu as plus de collègues. Voilà, tu te sens seul la journée, donc il faut te mettre dans le mouvement pour créer, ton quotidien et encore aujourd'hui, l'entrepreneur, le dirigeant d'entreprise, c'est la dernière personne au sommet de la montagne, donc il prend, tous les vents de côté et il doit rester droit, d'accord? Donc ça, on est seul tout le temps, c'est un métier de solitaire, mais voilà, c'est quelque chose que l'on recherche et ce parallèle avec la montagne, bah, c'est un vrai parallèle parce que c'est extrêmement dur d'aller au sommet d'une grande montagne. Voilà, il faut s'entraîner, il faut savoir grimper tous les jours, faire des petits pas, voilà, attendre que les tempêtes passent, voilà et avoir du soutien. Voilà, tu fais le chemin avec quelqu'un, mais à la fin, il reste, plus que toi. Mais c'est pas un chemin égoïste parce que tu veux avoir aussi tous les gens qui t'ont poussé, vers le haut. Donc c'est très dur, voilà. C'est Tu vas te retrouver seul très souvent dans tes pensées et même, physiquement et mais qu'est-ce que c'est bon? Parce que aller au bout de soi-même, tu en apprends énormément sur toi et plus tu en connais sur toi, sur tes limites, sur, le chemin qu'il faut prendre, là où faire attention, bah, tu gagnes aussi beaucoup en sagesse et cette sagesse-là, il faut la partager encore une fois et bah, tu as l'impression, de aussi tirer les gens vers le haut, pas forcément, tout en haut, mais au moins de les faire monter d'un mètre ou d'un centimètre, mais en tout cas de les mettre dans le mouvement, dans le bon mouvement et ils sont dans ton sillage et ils avancent avec toi. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable, ouais. Tu parlais de la métaphore de la montagne et à quel point ça peut être long et difficile d'atteindre le sommet. Et qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de gravir la montagne ou de rester au sommet? En fait, déjà, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est en haut de la montagne. On a toujours l'impression qu'il y a un sommet encore plus haut. C'est quand tu penses aller au sommet, il y a encore quelque chose. Quand tu penses que tu as traversé, la plus grosse des tempêtes, il y en a une plus grosse qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est très dur. Rester au sommet et je pense qu'on reste jamais au sommet. Voilà et il faut te préparer à ça et je vois beaucoup de confrères qui, ont eu de belles entreprises, qui ont eu, la une des journaux pendant des années et cetera et qui restent dans le paysage, dans la vision, de notre univers et ça devient presque, pas misérable, mais on pourrait dire passe à autre chose, mais que c'est pas que ça la vie, d'accord? Parce que dans la montée, tu apprends quelque chose, mais je suis sûr que dans la descente, tu vas recroiser des gens de ta vie et c'est tout aussi agréable. Voilà. Et est-ce que tu penses que justement, quand on redescend, heu, c'est pas, de l'expérience emmagasinée pour regravir encore plus haut? Ça dépend de tes ambitions, de ton âge, oui, ça dépend de tes Tu as déjà ambitions. rencontré des entrepreneurs qui, avaient de magnifiques boîtes, se sont loupés sur des décisions, par exemple, ont tout perdu ou ont rendu très bas, et ont été écœurés de l'entrepreneuriat? Ouais, j'en ai vu beaucoup ça. Des entrepreneurs qui ont levé, de l'argent, qui ont fait la une, des magazines et qui, du jour au lendemain, bah, ont un peu moins de lumière et des gens ont parfois levé, des centaines de millions d'euros et qui, essayent de regravir, la montagne. Donc il y a ceux qui comprennent ce chemin-là et qui les supportent, tu vois? Moi, je serai, toujours un full supporter de tous les entrepreneurs, voilà. Heu, Ceux qui sont descendus, en vrai, sont jamais vraiment descendus. C'est juste qu'ils sont en train de gravir une autre talent, voilà. Heu, mais parfois, il y en a qui osent pas gravir et j'ai l'impression que ça peut, ils vont trouver, leur épanouissement, sur un autre terrain.
Ouais, il faut. Et ceux qui ne trouvent pas, malheureusement, en tout cas, ceux que j'ai côtoyés, je côtoie, qui sont en train de chercher cet autre terrain, c'est pas facile, ouais. Et c'est en vrai beaucoup, beaucoup de monde, peut-être la majorité des start-upers. Et j'enclame le mot start-upper à dessein. C'est pas entrepreneur, c'est autre Oui, chose. c'est encore autre chose. Alors, je vais utiliser le mot entrepreneur, mais alors est-ce que pour toi, tout le monde peut être, entrepreneur? Il y a vraiment une hype sur l'entrepreneuriat, ces dernières années, ou au contraire, c'est une voie comme une autre qu'il faut démocratiser et rendre accessible pour ceux qui le souhaitent? Parce qu'il y a effectivement énormément de freins, notamment tu parlais tout à l'heure de l'investissement. Hem, mais on a le sentiment que parfois les pouvoirs publics, surtout pour des questions de chômage et autres, mais en font peut-être un peu trop sur l'entrepreneuriat et peuvent laisser croire que, c'est possible pour tous. Quelle est ta position par rapport à ça? Tout le monde peut être entrepreneur ou bah, parfois ça peut pas être la solution à tout? On en vient au rôle modèle. Hem, pousse il faut pousser l'entrepreneuriat parce que ça ouvre, des voies, le chemin entrepreneurial et cetera. Il faut les accompagner, tous ceux qui ont cette fibre-là. Cette fibre-là. Il y en a pas tous, d'accord? Mais ceux qui l'ont et qui sentent quelque chose en eux, pour aller sur ce terrain-là, c'est bien d'être encouragé. Par contre, comme avec les bons modèles, les bons rôles modèles, c'est-à-dire que mettre, des gens qui, font, que des centaines de millions, dizaines de millions, que lever des fonds devant des gens qui en vrai, peuvent juste ouvrir, pour 1 ou 2 boutiques et qui sont la majorité des entrepreneurs, c'est encore une fois, créer des barrières. Voilà, tu vois? Je me reconnais pas. Moi, j'ai des frustrations. Des frustrations, je mets un rideau, je veux pas voir et puis, quand la French Tech elle va un peu moins bien: «Ouais, on vous l'avait dit, c'est nul», voilà, ce qui se passe un peu actuellement. Donc, je pense qu'il faut être, tout le monde peut être entrepreneur, voilà. Mais dans ce tout le monde-là, c'est déjà avoir l'envie de. Et tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Tu vois? Nous, on a un cercle d'entrepreneurs et on est biaisé, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être entrepreneurs. Voilà. Et ces gens-là, bah, je leur souhaite de rencontrer des bons patrons pour qu'ils puissent s'épanouir dans de bonnes entreprises. Voilà. Et ça, c'est aussi le rôle de l'État de dire, OK, on peut vous accompagner pour créer ces terrains d'épanouissement professionnel. Parce que, quoi qu'on en dise, dans un monde capitalistique, ça va durer encore très longtemps. Et créer des entreprises, c'est super important. C'est comme la vitalité d'un pays. Dire, créer des entreprises, c'est vital. C'est-à-dire, ça crée des emplois, donc ça crée des impôts, etc. Enfin, c'est le modèle économique. Et on n'est pas tous obligés de travailler dans l'entreprise des startups. Encore une fois, startups, c'est très dur. Mais tu peux créer des entreprises un peu plus classiques, des usines, des artisans, etc. etc. Et il faut pousser ça. Voilà. Donc, je pense que c'est bien de faire la promotion des entrepreneurs. Mais je pense que c'est aussi bien de faire la promotion des pauvres modèles. Eh bien, écoute, je te confirme, tu as un magnifique rôle modèle et je te remercie infiniment d'avoir accordé du temps avec toi. Ben, merci à toi, Rose. C'était un plaisir. Plaisir partagé.